Beaucoup. Bonjour à tous. Donc, en fait, pendant toute la présentation de Marty et Geneviève, j'arrêtais pas de voir les recoupements entre ce qu'elle disait et ce que moi j'allais dire. Et il y en a pas mal, je pense que ça va vous frapper aussi, mais en même temps c'est intéressant parce que c'est une mise en application de tout ce que vous avez vu pendant les 45 minutes qui ont précédé. Donc, dans mon travail de tous les jours, qu'est-ce que je fais Je fais ce qu'on appelle de la modération de contenu sur Internet. Et en fait, si vous n'avez pas vraiment une idée de ce que c'est, vous avez probablement croisé des gens comme moi, sans vraiment vous en rendre compte. Parce qu'on ne vous dit pas qu'on est là, mais on est là quand même. Par exemple, quand vous allez publier quelque chose sur un réseau social, et que ce contenu va être supprimé, c'est parce que vous avez croisé le chemin de quelqu'un qui fait la même chose que moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand vous respectez pas les règles du réseau social sur lequel vous postez vos messages et que votre compte va se retrouver suspendu temporairement ou bien banni définitivement, c'est parce que vous avez croisé le chemin de quelqu'un qui fait le même travail que moi. Voilà, donc ça ressemble à ça. Je suis désolé si j'ai banni ou suspendu quelques-uns d'entre vous, mais voilà, c'est très concrètement, c'est ça qu'on fait tous les jours. Et si on veut présenter les choses sous un angle un peu moins répressif, on pourrait dire en fait que je protège, je vous évite de prendre des risques. Je protège votre vie privée, j'assure votre sécurité de plusieurs manières. C'est ça qu'on va voir, à la fois en bloquant les menaces venant de l'extérieur, c'est-à-dire d'autres personnes qui vous menacent, et aussi les menaces qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire de vous-même. Toutes les bêtises que vous pouvez poster sur Internet sous le coup de la colère, par exemple, et que vous regrettez par la suite. Je vous empêche de causer des drames et des choses irréparables. Voilà. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Ça ressemble vraiment à ce que... ça décrit pas mal ce que je fais. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire pour protéger votre vie privée ? Vous pouvez, par exemple, sur un réseau social qui garantit votre anonymité, vous pouvez quand même essayer de publier votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse, votre numéro de carte bancaire, votre numéro d'assurance sociale. La liste est complètement illimitée. C'est des choses qui peuvent arriver très rapidement. Vous le faites sans réfléchir. Vous vous dites, ça ne prête pas vraiment à conséquence si quelqu'un connaît mon nom. Et pourtant, si vous avez un nom particulier, on peut quand même vous retrouver. Si jamais ce nom-là est associé à des propos que quelqu'un va juger indésirables, il va pouvoir vous retrouver beaucoup plus facilement. Il y a des tonnes de moteurs de recherche qui stockent toute cette information et on n'en a pas nécessairement conscience. Donc voilà, notre intervention permet d'éviter ce genre de drame, ce genre de risque. Par exemple, ici, on a un exemple qui est un peu difficile à lire, je suis vraiment désolé, je pensais qu'il serait un peu plus lisible que ça, où on a bloqué pas mal d'informations personnelles. C'est une personne qui a publié ça. Ce commentaire-là n'a jamais vu le jour. Il a été vu par un de nos modérateurs et il a été bloqué avant qu'il puisse sortir. D'accord ? Donc, jamais personne n'a vu ce commentaire-là. Et il dit « Bonjour, je me présente ». Le nom en question, de la ville en question. C'est pour vous signaler que j'ai reçu des menaces de mort ce midi. Le prénom est un tel, de telle ville, car je ne vous cache pas, il a en sa possession des cigarettes à plumes chez lui et il fait affaire avec un monsieur de telle autre ville. Il m'a laissé comme message, si tu ne me donnes pas le cash que tu me dois, je vais monter à la ville en question et ça va aller mal et ça lui prend ça le dimanche 1er octobre, pas moyen de lui donner. C'est un long texte, oui, mais il y a plein de noms qui sont indiqué là-dedans, le sien, celui d'une autre personne, une indication d'activité illégale. Bref, il est en train d'impliquer quelqu'un dans une activité illégale, il est en train de s'impliquer lui-même là-dedans, il s'expose peut-être à des représailles de la personne en question, que la personne en question soit coupable ou non. Bref, cette personne-là a pris pas mal de risques et a montré un certain manque de jugement en voulant publier ce genre de choses. Et pourtant, voilà, si on n'avait pas été là, ça aurait été
visible par tout le monde, avec potentiellement des conséquences à la fois légales et puis aussi peut-être que cette personne-là se serait exposée à des violences. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on évite. L'autre chose aussi qu'on vous évite, c'est un peu dans la continuité de ce que je disais, c'est des poursuites. De temps en temps, sous le coup de la colère, vous pouvez faire des menaces de mort. Vous pouvez faire de la diffamation. Vous pouvez tenir toutes sortes de propos illégaux, même si vous n'en avez pas vraiment conscience, parce qu'on ne connaît pas tous la loi par cœur. Donc on peut de temps en temps tenir des propos qu'on pense qui sont tout à fait corrects. Et en fait, ça nous expose à des poursuites. Là, on a quelques petits exemples. Alors, j'en ai deux en anglais. Le premier qui est encore une fois très difficile à lire, je suis désolé, mais j'ai mis en gros ce qui était le plus important là-dedans. Jews like her should have been slaughtered in the fucking Holocaust. Typical leftist cunt. Bon, en dehors de l'élégance, on est dans le souhait qu'il arrive à cette personne-là quelque chose de fort désagréable. Et même si c'est quelque chose qui pourrait ne pas être légalement répréhensible, il nous empêche que, par exemple, si on établit le lien entre ce propos-là et imaginons que ça soit dit par une figure publique, quelqu'un que tout le monde connaît, de très respectable, de très pondéré, qui d'un seul coup décide de se lâcher sur un réseau social en publiant ce genre de choses, forcément son image va en souffrir grandement. Et ça, bon, en fait, c'est un très bon exemple de, encore une fois, quelque chose qui n'a pas été publié, qui a été bloqué par un de nos modérateurs. On a évité à cette personne de s'exposer de cette manière. Voilà, donc on a protégé cette personne contre elle-même, en gros. Le deuxième exemple, ça aussi c'est un exemple assez intéressant. Bad place needs a good fire. Là, on est dans le domaine du souhait, c'est-à-dire je souhaite que cette maison, que cette entreprise brûle. Imaginez maintenant, 2 jours après que ce texte soit posté, imaginez que l'endroit en question brûle. Là, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que cette personne-là, forcément, risque de se retrouver interrogée par la police. Il y a probablement aucun lien entre les deux, peut-être que c'est juste un hasard complet. N'empêche que, voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe ici, et cette personne-là n'était absolument pas consciente du risque qu'elle prenait en postant ce genre de message sur un réseau social. Le troisième exemple, là on est dans le domaine du très subtil. Google sait tout. Ça, sans contexte, c'est pas très évident. À mesurer l'impact de ce message-là, en vous donnant un petit peu plus de contexte. Encore une fois, c'est assez délicat, mais ça a été posté, ça a été publié en lien avec une entreprise tenue par quelqu'un qui a subi des déboires judiciaires il y a quelque temps et qui cherchait à protéger sa réputation en se refaisant une nouvelle identité. Et là, ce message-là, quand on le lit dans ce contexte, il prend tout son sens. C'est-à-dire que t'as beau essayer de te cacher, on va toujours te retrouver, on saura où t'es, on saura la nouvelle identité que tu prends, on saura où t'habites, et à un moment donné, tu vas avoir mal. Voilà. C'est toute la déduction qu'on peut faire de ça avec juste ces 3 mots, avec un bon paquet de points de suspension derrière, lourd de sous-entendus, bien entendu. Donc, ça, c'est des choses qui, encore une fois, on va intervenir sur ces exemples-là pour éviter aux gens qui désirent publier ce genre de contenu de passer dans le domaine de l'illégalité, de passer dans le domaine de la menace, de ruiner leur image publique s'ils en ont une, ce genre de choses. Et de manière générale, on est ici pour vous éviter de passer pour un idiot. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes sous le coup de la colère, vous allez publier des choses que vous allez regretter peut-être 5 minutes après, mais c'est trop tard. Pendant ces 5 minutes, admettons qu'après, vous avez quand même le temps de supprimer ou de modifier votre message. Pendant ces 5 minutes, il y a des gens qui ont pu le voir. Il y a des gens qui ont pu prendre des captures d'écran. Il y a des gens qui ont pu reposter tout ça.
Et ça, vous n'avez plus aucun contrôle là-dessus. Vous n'avez plus aucun contrôle sur ce message. Même si après vous l'avez modifié, c'est un peu tard. Quand vous avez bu un coup de trop, quand vous avez le jugement qui est altéré d'une quelconque manière, c'est sûr que ça peut faire très très mal. Et mettons ça, renversons un petit peu la perspective. Notre travail vise aussi à vous protéger contre les gens qui font preuve d'un certain manque de jugement, voire d'un manque de jugement certain, c'est-à-dire qu'on vous protège contre les gens qui souhaitent vous menacer en ligne, qui souhaitent dévoiler vos secrets en ligne, qui souhaitent dévoiler votre identité, vous insulter, vous harceler d'une quelconque manière. C'est aussi notre travail de faire ce genre de choses. Et c'est aussi des évaluations qu'on fait plusieurs dizaines, plusieurs centaines de fois chaque jour. Voilà. Ça c'est un magnifique exemple d'une illustration de quelque chose un petit peu stupide. Grumpy old fart who likes to use profanity. Évidemment, le message se réfère pas mal à lui-même, de manière assez ironique. C'est-à-dire que là, on est face à quelqu'un qui n'a pas trop réfléchi en écrivant ça, encore une fois. Quelque chose de pas très constructif. On se trouvait, pour vous situer un petit peu le contexte, on se trouvait dans un commentaire un commentaire d'entreprise. Pensez à un portail, par exemple, un portail du style Yelp, où vous allez pouvoir publier des reviews de restaurants, ce genre de choses. Voilà, c'est tout à fait le genre de choses qu'on pourrait dire, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui décide de faire une review de restaurant, puis qui décide de parler de la manière dont se comporte le serveur, par exemple. Ça ne met pas le serveur dans une position très très brillante, mais ça ne met pas celui qui a publié ce commentaire dans une position très très brillante non plus. Donc en fait, on décide d'épargner l'image publique des deux personnes en juste retirant cette publication. Aussi, un des rôles qu'on a, c'est de vous éviter de mourir. Et là, c'est un petit peu bizarre de dire ça comme ça, mais je vais vous expliquer ça. En fait, on essaye aussi d'identifier et de supprimer les menaces qui pèsent sur votre vie quand vous cherchez vous-même à attenter à votre vie. Des fois, vous n'allez pas bien, puis ça arrive à tout le monde, et vous décidez d'en parler sur Internet, parce que sur Internet, on ne va pas vous juger. Vous parlez à des gens qui ne vous connaissent pas, vous parlez à des gens qui sont peut-être qui sont complètement anonymes, et puis ça peut vous faire du bien. Et des fois, ça marche. Mais le souci, c'est quand vous avez vraiment envie de mettre fin à votre jour et que vous commencez à l'annoncer. Là, forcément, si personne ne réagit, si personne ne signale ces problèmes-là, si personne ne fait l'effort de vous retrouver, de savoir où vous êtes, d'essayer de comprendre si vous avez vraiment l'intention de mettre fin à vos jours, à ce moment-là, il peut, en fin de compte, avoir des conséquences très, très néfastes pour vous. Donc, ce qui se passe, c'est que on va essayer de vous retrouver, on va essayer de retrouver où vous habitez, par exemple avec des choses comme si on a vos coordonnées de paiement, c'est des choses qui peuvent servir, ou bien votre adresse IP, une information qui peut servir aussi. Et on va entrer en communication avec la police dans le pays ou dans la province où vous habitez pour tenir les autorités locales au courant de ce qui se passe à votre sujet. Et j'ai précisé même pour rire, parce qu'on reçoit beaucoup de ces fausses menaces. On reçoit beaucoup de ces fausses menaces. Par exemple, dans mon travail, je gère aussi, alors pas seulement des alertes de ce genre-là, mais on reçoit tout simplement des demandes de support à la clientèle, des choses très très diversifiées. Et de temps en temps, on peut recevoir, c'est un style de message qu'on reçoit assez souvent, qui est donnez-moi 10 pièces d'or, sinon je me tue. Voilà. Et on fait le compte, on se dit, bon, 10 pièces d'or, c'est l'équivalent d'un dollar. On se dit, ok, cette personne veut $1, sinon elle se tue. Ok, peut-être qu'on n'aura pas tendance spontanément à considérer ça comme quelque chose de très très critique. On va se dire, ok, il essaye peut-être juste de nous avoir par les sentiments, et cette personne n'a pas vraiment l'intention de se suicider. Malgré tout, on est dans une optique où on ne peut pas prendre de risques.
Parce que peut-être que cette personne-là, en fait, c'est ce qu'elle cherche. Peut-être que cette personne, son but en se levant ce matin-là, c'était je vais me lever ce matin, je vais vivre de manière tout à fait normale, mais j'attends que quelqu'un me dise non, peu importe. Peu importe, à n'importe quelle question, j'ai posé des questions aux gens, j'ai demandé des choses aux gens, et le premier qui me dit non, bah c'est bon, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est ça qui va me pousser à se suicider. Je cherche une excuse pour me suicider, ça se peut. C'est des choses qui se produisent. Et en fait, on veut bien évidemment pas être cette personne, et on veut évidemment venir en aide à cette personne. Donc, c'est pour cette raison que même des alertes de ce genre qui n'ont pas l'air très sérieuses, qui ont l'air assez inoffensives en elles-mêmes, on est obligé de les considérer avec le même sérieux que les alertes beaucoup plus circonstanciées. Si on prend des exemples un petit peu de choses qui ont été dites il y a 3 quarts d'heure, je vais me tuer ce soir à telle heure avec telle arme, je vais diffuser ça en direct sur telle chaîne YouTube, etc. Bon, là c'est beaucoup plus circonstancié. Évidemment que c'est une alerte qu'on va prendre très au sérieux. Mais même l'exemple que je vous ai donné il y a 2 minutes, c'est quand même un exemple qu'on va traiter de la même manière. À notre niveau, on ne peut pas prendre de risque parce qu'on a une image qui est l'image du propriétaire du réseau social sur lequel le drame est en train de se produire, quel que soit ce drame. On a notre image à nous, parce qu'on ne veut pas passer pour une compagnie qui ignore ce genre de problème. On considère également le fait que si cette personne se suicide, il y a plein de gens qui vont être impactés par ça. Les 2 compagnies en question, la famille, les amis de la personne, les gens avec qui cette personne interagit sur le réseau social, bref, tout un tas de choses qui font qu'on ne veut pas prendre ce genre de risque. Et donc nous, on évalue tout ça, toujours, toutes ces menaces, on les évalue toujours comme si elles étaient sérieuses. On ne fait aucune distinction. Maintenant, en pratique, donc comme je vous disais il y a quelques minutes, on communique avec la police pour les prévenir de ce qui se passe. Et selon le pays où on appelle, on va se rendre compte, là par contre, que la menace n'est pas du tout perçue de la même manière. Il y a des gros contrastes selon les pays. Quelqu'un qui, par exemple, qui vit au Canada, qui vit en Belgique, qui vit en Allemagne, qui vit en République tchèque, en France, en Grande-Bretagne, on a toujours eu dans ces pays-là une très bonne écoute de la police. Ils font des suivis, ils nous rappellent s'ils ont besoin d'informations supplémentaires, ils font un suivi sérieux. Ils nous ont même appelés quelquefois après être allés chez la personne en question, soit pour nous rassurer, soit pour nous dire, alors pas c'est trop tard, ça j'ai jamais eu, mais pour nous dire vous avez bien fait parce que ça s'est joué à quelques minutes, par exemple. Donc dans ce cas-là, on est très content d'avoir appelé. Mais on a dans ces pays-là des services de police qui comprennent ça et qui sont réactifs et qui sont formés à recevoir ce genre de rapport. On a ça beaucoup. On a d'autres pays où, au contraire, si on a envie de se suicider, ça part un petit peu moins bien. C'est-à-dire que ça va être plus difficile de communiquer avec la police dans ces pays-là. On a, par exemple, bizarrement, on a les États-Unis, on a la Pologne, on a le Brésil, on a la Russie, on a le Japon, qui pourtant, avec le nombre de suicides qu'ils ont là-bas, on pourrait penser qu'ils sont un petit peu plus sensibles à ça, mais pas vraiment. Et dans ces pays, on a plusieurs réactions. On a par exemple une réaction assez typique qui est « ça arrive sur Internet, donc c'est pas vrai ». Cette personne-là, c'était peut-être pas lui qui a posté ça. Ok. En gros, on essaye assez souvent de trouver des failles là-dedans. C'est-à-dire peut-être que c'était pas lui, peut-être que c'est quelqu'un qui a volé son téléphone. On ne sait pas. Peut-être qu'il a utilisé une autre adresse IP. Ou bien, avec l'adresse IP, on ne peut pas retrouver quelqu'un. C'est totalement faux. Si jamais je vais prévenir aux États-Unis qu'il y a une menace terroriste, ils vont être chez la personne dans les 10 minutes. Si jamais c'est un vétéran de l'armée ou un policier qui menace de se suicider, ils vont être chez eux dans les 10 minutes.
pour le citoyen lambda, il y a quand même une différence de traitement, et ça on l'a vu aussi. Donc on a des fois j'ai même eu la question, de moins en moins, parce qu'il y a une amélioration générale, mais j'ai eu cette question de qu'est-ce que c'est une adresse IP ? Vous n'avez pas la véritable adresse, avec une adresse IP, on ne peut rien faire, rien du tout. Donc, c'est le genre de commentaires qu'on a et qui nous font comprendre que ce genre de menace, même si nous on l'aperçoit toujours comme une menace importante, c'est pas une menace qui va être traitée de la même manière selon le pays où la menace se produit. Donc ça c'est très intéressant de voir ce phénomène-là. Il y a quelque chose de culturel probablement, il y a une différence de moyens, il y a plein de paramètres qui peuvent expliquer tout ça, mais le phénomène est là, il est là. J'ai traité à peu près 500 ou 600 alertes de ce genre-là, j'ai pu voir des tendances. Et avec le temps, si je vois ces tendances évoluer globalement vers quelque chose d'un petit peu mieux, d'un petit peu plus sécuritaire, mais dans certains pays, il y a encore beaucoup de chemin avant d'arriver à quelque chose de satisfaisant. L'autre sécurité qu'on fournit aux utilisateurs en modérant le contenu qui est posté, c'est qu'on évite les effets de groupe, on évite les lynchages. Et ça, c'est très fréquent sur Internet. Quand vous avez des gens qui vont réagir en groupe à quelque chose sans nécessairement savoir ce qui se passe, c'est très facile de lire le début d'un article et de faire un like sans avoir lu la suite. Il se peut que si on continue à lire l'article, on n'est absolument pas d'accord avec ce qui a été dit. N'empêche qu'on a fait le like. Et puis, il paraît ça veut dire qu'on approuve l'intégralité de l'article, ce qui n'est pas le cas. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va réagir dans l'émotion, on va réagir face à des nouvelles qui sont tronquées, parcellaires, on va réagir sans connaître, sans voir l'intégralité de ce qui s'est passé, et on se retrouve avec des gens qui veulent la mort de quelqu'un sur une rumeur. Et le problème, c'est quand cette personne est clairement identifiée, parce qu'à ce moment-là, elle a une adresse physique, on sait qui c'est, on sait où la trouver, et il peut se passer des choses très très graves pour cette personne. J'ai l'exemple que je vais vous montrer qui arrive, c'est l'exemple d'une vidéo qui a été postée sur Facebook, où on voit quelqu'un qui agresse un chaton, qui le prend, qui le secoue, qui l'étrangle. Je ne vais pas mettre la vidéo, vous en faites pas, mais voilà, il y a cette vidéo qui a été postée. Et à la suite de ça, il y a des gens qui ont donc vu cette vidéo et qui ont identifié la personne en question. Et ce qui va suivre, c'est assez intéressant parce que donc, la vidéo ne consiste qu'en ça. On voit quelqu'un qui maltraite un chaton. Mais l'évolution des commentaires est assez intéressante parce qu'on se rend compte très rapidement qu'on perd le contrôle. Et encore une fois, tous les commentaires que vous allez voir, ce sont des commentaires qui n'ont jamais vu le jour. Ce sont des commentaires qui sont restés en attente, qui sont restés dans notre fil de commentaires à modérer et qui ont été bloqués. Voilà. Mais n'empêche que ces commentaires auraient pu voir le jour et auraient pu attirer des ennuis à la personne qui a été ciblée et aux personnes qui les ont postés, bien évidemment. Donc, on a tout un spectre et on va regarder ça ensemble. Encore une fois, je m'excuse, ça passe pas très bien à l'écran, mais j'ai mis en valeur les éléments les plus parlants. This dirtbag deserves to be behind bars. Bon, un jugement légal, tu molestes un chat, tu mérites de finir derrière les barreaux. Pourquoi pas? Petite insulte, légère, on continue. Owner is known to be a pedophile and a cat abuser. Cat abuser, on l'a vu dans la vidéo, mais on a un glissement vers la pédophilie. Il y a une certaine surinterprétation de la vidéo en question. Pourquoi est-ce que d'un seul coup cette personne se retrouve à être un pédophile? On ne sait pas vraiment. Le lien n'est pas très évident. N'empêche que ça y est, on commence à être dans le domaine de la diffamation. On commence à être dans un contexte qui nous échappe complètement. Et ça continue par la suite. Animal abuser should be charged. Pourquoi pas? Go back to your country, you ugly fuck.
Je ne savais même pas que cette personne venait d'un autre pays. Je ne sais pas si elle vient effectivement d'un autre pays et qu'est-ce que ça a à voir avec le reste. N'empêche que c'est là. Make him lose everything. Là, on parle de sa maison, son entreprise, son travail. Excusez-moi, tout va bien. De temps en temps, je reçois des alertes. Le timing est magnifique, je suis désolé. Je reçois des alertes qui peuvent être des alertes de suicide. Je détesterais en gérer une devant vous, mais c'est pas le cas, tout va bien. Donc, make him lose everything. Ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que on est dans ce qu'on entendait avec Geneviève et Marty dans la précédente, dans la première partie de cette conférence, qui est, OK, je cherche quelqu'un qui pourrait lui faire perdre son emploi, qui pourrait lui faire perdre sa maison, sa famille, etc. Tout, OK, everything. Je pense que ça ratisse large, mais on est dans ce domaine-là. This sack of shit human doesn't deserve to live. On est dans le domaine du souhait, donc c'est peut-être quelque chose un petit peu moins fort. Effectivement, c'est vrai que techniquement, cette personne-là, d'une manière ou d'une autre, va finir par mourir. N'empêche que, bon, comme un peu tout le monde, mais c'est aussi à lire dans le contexte de ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une phase de lynchage et voyant tous ces commentaires enchaînés, quelqu'un lisant tous ces commentaires d'un seul coup peut dire « Bon, ben voilà, ça vient alimenter ça vient alimenter les menaces de meurtre. » His name is, bon ben là, on a évidemment bloqué le nom. And if you Google it, you will find pictures. C'est-à-dire que là, on suggère, OK, vous avez son nom, allez sur Google et vous allez voir toutes ces infos. Ce qu'on avait tantôt, Google c'est tout. On est un peu dans le même domaine. C'était pas le même cas, mais on est un peu dans le même domaine. He has mental issues, supports ISIS. Quel est le rapport? On parle d'un chat. Organisation terroriste, le lien entre les deux est excessivement flou. Mais il y a quelqu'un qui a établi ce lien. Comme il y a quelqu'un qui a établi ce lien entre la vidéo avec le chat et la pédophilie. Comme il y a quelqu'un qui a établi un lien entre le chat et le fait qu'il puisse venir d'un autre pays et qu'il doit y retourner. Voilà. Donc il y a des liens qui se font dans l'esprit des gens. Et en fait, le chat, le pauvre chat, ces commentaires-là ne réagissent pas du tout vis-à-vis du chat. Le chat vient servir leur cause à eux, qui est de publier des commentaires racistes, qui est de publier des menaces de mort vis-à-vis de quelqu'un qui peut-être a l'air de ne pas être du coin. Voilà, donc on est complètement dans un autre domaine. Et on utilise ce prétexte-là pour harceler quelqu'un, pour le lyncher. Là, il n'y a plus de loi qui s'applique. Quelqu'un qui se dit « je peux poster de manière tout à fait impunie ce genre de commentaires », dans sa tête, il n'y a pas de loi qui l'empêche de poster ça. Voilà, donc on est dans cette dynamique-là également. « You should have been drowned at birth ». Ça aussi, c'est joyeux. Pareil, on est dans le domaine du souhait. Okay? C'est-à-dire que c'est très probablement pas moi qui vais te noyer à la naissance, il est peut-être un peu trop tard, mais on est dans le domaine du souhait également. Mais du souhait de mort. C'est pas « je souhaite qu'il t'arrive les meilleures choses du monde ». Okay? On s'entend que c'est assez négatif. « It wouldn't surprise me that he interferes with children also ». On revient à la pédophilie. S'il y en a deux qui le disent, c'est peut-être vrai, ça commence. S'il y en avait juste un, ça ne serait pas très crédible. Mais s'il commence à y avoir toute une série de gens comme ça qui sous-entendent que cette personne-là est pédophile, si on dit un certain nombre de fois, ça devient vrai, surtout si on l'écrit en majuscule. Alors, voilà, c'est le genre de choses qui est très, très, très délicate. Tous ces commentaires, encore une fois, n'ont jamais été visibles. Ils sont toujours restés en attente et donc pas publiés. He should be put in a cage and abused. Donc on est encore dans le domaine du souhait, mais là, on va suggérer de le torturer, lui aussi, comme le chat. La torture est assez illégale dans pas mal de pays. Là, c'est pareil, on rentre dans quelque chose de très délicat. On n'est pas au niveau de quelqu'un qui va dire « j'ai l'intention demain d'aller le chercher chez lui et de le mettre dans une cage et de lui faire subir les pires et les pires horreurs pendant 3 jours ». Mais on est plus dans le domaine de « tiens, je vais poster une petite annonce. Tiens, je cherche quelqu'un pour
mettre cette personne dans une cage et pour lui faire subir les pires horreurs? Est-ce qu'il y a des candidats? Voilà, c'est le genre de dynamique dans laquelle on se retrouve. Donc ça, c'est très délicat. Et imaginez maintenant, j'ai pas poussé la recherche jusque-là parce que j'ai pas pu trouver réellement le cas en question. Ça m'intéresse modérément de voir des chats se faire maltraiter, mais imaginez la possibilité que cette personne n'ait rien fait. La personne en question, celui dont on est en train de dire les pires horreurs là, depuis 10 minutes. Imaginez que cette personne n'ait rien fait. Imaginez que ce soit quelqu'un qui lui ressemble. Vous imaginez les dommages sur cette personne. Et si il n'y a pas quelqu'un qui va voir ces messages, et là encore vous en voyez seulement quelques-uns, mais il y en a une bonne centaine, si vous n'avez pas quelqu'un qui va prendre l'initiative de bloquer tous ces messages, vous allez vous retrouver face à quelque chose de complètement incontrôlable. Voilà, donc c'est aussi à ça qu'on sert. Donc on vous protège à travers des exemples comme ça. Si vous avez le malheur de ressembler à quelqu'un qui a molesté un chat, espérez qu'il y ait quelqu'un qui fait le même travail que moi pour vous protéger, parce que sinon ça va être difficile pour vous de vous refaire une réputation. Voilà. Donc c'est aussi le genre de menace très très réelle qui existe et on n'a absolument aucun contrôle là-dessus. J'aimerais revenir un petit peu sur ce que Geneviève et Marty disaient tantôt au sujet de l'expérience qu'elles ont faite, de demander à des gens d'évaluer différentes menaces. En fait, pour vous donner un petit peu une petite toile de fond, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans cette industrie et j'ai travaillé pour un bon nombre de clients. Et ce qui est important, c'est que je n'ai jamais vu deux clients qui avaient exactement les mêmes attentes en termes de modération. J'ai toujours vu des nuances ou bien des choses qui étaient diamétralement opposées et des choses des fois assez surprenantes. En fait, comment vous expliquer ça? On a plusieurs variables qui vont rentrer en ligne de compte. Déjà, on a l'expérience du client, c'est-à-dire que vous pouvez avoir d'un côté des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent, qui ont réellement pensé à tout ce qu'ils voulaient en termes de modération. Ça on veut pas, ça on laisse passer, ça ne passe pas. Voilà les règles avec des limites très très précises et des exemples. Ça nous est arrivé, c'est rare, mais ça nous arrive. Et à l'autre bord, de l'autre côté du spectre, ça c'est plus souvent, on a des gens qui au contraire ils viennent vers nous en nous disant on aimerait que vous modériez notre communauté. C'est tout. Aucune instruction supplémentaire. Un peu comme dans les exemples que vous avez, c'est-à-dire, tenez, qu'est-ce qui vous choque? Modérez selon votre affect, modérez selon votre expérience personnelle, votre situation sociale, vos opinions politiques, religieuses, etc. Mais d'un modérateur à l'autre, ça ne va pas être la même chose. Et quand on se retrouve à travailler dans une équipe où on doit fournir quelque chose d'à peu près uniforme en termes de modération, là on se retrouve face à des gros défis parce qu'on doit vraiment essayer de comprendre si ce qu'on fait déjà est relativement cohérent d'une personne à l'autre, et en plus de ça, si ce qu'on fait est cohérent avec ce que le client va attendre. Et des fois, on a des surprises assez intéressantes. Par exemple, qu'est-ce qui va pouvoir... quel autre paramètre va pouvoir affecter toutes les règles de modération qu'on va mettre en place? Donc l'expérience ou l'absence d'expérience du client, ça on vient d'en parler. L'âge de la communauté. On ne va pas du tout modérer la communauté de la même manière si c'est une communauté qui est principalement composée d'enfants, d'adolescents ou d'adultes en majorité. Souvent c'est assez mélangé, mais on peut toujours voir des dominances. C'est sûr que, par exemple, dans une communauté d'ados, on va avoir davantage de menaces de suicide. On peut aussi voir des menaces de mort, mais en général, les ados ont moins les outils et l'infrastructure pour mettre ces menaces de mort en exécution. Les adultes, beaucoup plus, par contre. Les adultes ont plus de moyens pour ça. Ils ont peut-être plus de motivation aussi, ils ont peut-être plus de haine, ils ont peut-être plus de choses qui vont faire qu'une menace de mort chez les adultes va être prise beaucoup plus au sérieux, par exemple. Voilà, ça c'est le genre de choses qui va pouvoir affecter un petit peu notre manière d'approcher ces menaces, quelles qu'elles soient. Le projet du client. Qu'est-ce que le client veut faire? Qu'est-ce que le client cherche à faire? On ne va pas du tout approcher le projet de la même manière si c'est par exemple,
mettons une plateforme politique, une page Facebook qui va soutenir tel ou tel parti. Ça va être, on va avoir des directives très précises. Est-ce qu'on peut parler des rivaux politiques? Si le chef du parti en question se retrouve impliqué dans un scandale, est-ce qu'on va autoriser les discussions autour de ce scandale ou au contraire, est-ce qu'on va les bloquer? Est-ce qu'on va décider que certains mots-clés sont tabous? C'est possible. Est-ce qu'on peut mentionner le nom d'un rival? Est-ce qu'on peut mentionner le nom d'une affaire? Est-ce qu'on peut mentionner... peu importe, ça peut être tout un tas de choses qui peuvent affecter cette approche qu'on va avoir. J'ai un exemple très particulier, mais c'est un exemple génial. C'est quelque chose que je suis tombé là-dessus il y a 14 ans, 14-15, donc c'est vraiment au début. C'est un jeu en ligne qui existe toujours d'ailleurs. Le but du créateur de jeux en ligne, c'est de faire une expérience sociale. Et son approche est vraiment très intéressante. Et à un moment, pour vous situer le contexte, donc c'est un jeu sur lequel les joueurs peuvent par exemple décider des lois qui vont gouverner le jeu. Ils vont pouvoir voter des lois, ils vont pouvoir les proposer et les voter. Et donc on se retrouve face à en fait une espèce de pays virtuel. Ça ressemble à ça, avec ses propres lois, ses propres tabous, que les joueurs auront décidés. Et à un moment, il s'est produit une scène très très particulière. Il y avait un rassemblement de joueurs, il y avait un développeur, le développeur en question, celui qui était porteur de la vision du jeu, qui était là. Et tout le monde discutait, passait un bon moment. Il y avait une trentaine de personnes qui étaient rassemblées, une petite communauté. Et au cours de la discussion, à un moment, il y a un joueur, donc on se représente un univers en 3D avec des avatars en 3 dimensions aussi, mais relativement rigides, pas capable de faire de véritables gestes, donc quelque chose de très limité. On s'exprimait surtout par du texte. Et le joueur en question, il y avait lui qui était là, un avatar, un homme, et il y avait des hommes et des femmes. Et à un moment donné, donc, il y avait lui, on va l'appeler monsieur, il y avait elle, on va l'appeler madame. Et monsieur écrit cette phrase, monsieur se jette sur madame et la viole. Et là, forcément, il y a eu des cris, des plaintes, tout le monde était absolument outré de ce qu'il venait de voir. Et le développeur a dit, écoutez, moi je regarde les lois, le viol n'est pas illégal. Je ne peux rien faire. Vous vous débrouillez, vous gérez ça entre vous, peut-être que vous avez envie de rendre le viol illégal, votez une loi qui va faire que, mais moi je ne peux rien faire parce que pour l'instant le viol est légal. Du moins il n'est pas interdit, donc oui, il est légal. Et les joueurs au début étaient complètement outrés de son approche, mais finalement ils ont compris ce qu'ils cherchaient à faire, ils ont fini par voter une loi qui a rendu le viol illégal. Mais ça n'existait pas au début. Donc on se retrouve dans un cas de figure qui est extrême, mais je pense que c'est intéressant de voir ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans absolument n'importe quel cas de figure lorsqu'on travaille avec un nouveau client. Et à moins d'avoir un petit peu fouillé ça avec lui, c'est très difficile de savoir ce qu'il a en tête, et lui-même des fois ne le sait pas. Donc on va essayer de fouiller ça au travers de plusieurs questions. Un petit mot, je vois que le temps passe très très vite malheureusement. Je vais devoir faire des petits raccourcis. Oui, ok. On va directement passer, excusez-moi. Malheureusement, au pire, on développera un petit peu après. On se retrouve donc à construire les règles de cette communauté avec ce client. Par exemple, on aime leur poser des questions. On met des phrases en parallèle exactement comme ce que vous avez fait dans votre expérience pour leur dire « Ok, est-ce que vous acceptez telle ou telle phrase ?» Et là, on a 2 phrases qu'on peut mettre en parallèle. C'est un exemple, une centaine d'exemples. Les femmes méritent de mourir. Là, les clients disent « Non, ça, c'est pas bien, ça, il faut pas dire ça. » Juste après, on leur met « Ok, maintenant, si on dit « Les terroristes méritent de mourir, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, on sent une hésitation. On se dit, ok, oui, mais notre gouvernement tue déjà des terroristes. Alors qu'est-ce que ça est et là, ça commence à réfléchir. Et on leur dit, écoutez, oui, c'est une question piège, on en est très conscient, mais on leur dit, peu importe le choix que vous allez faire, ça sera perçu comme un choix politique. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les terroristes doivent mourir?
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les femmes doivent mourir? Et est-ce qu'on dit, OK, liberté d'expression partout, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est un pays libre, tout va bien. Est-ce que, bon, les femmes méritent de mourir? Oui, mais elles ne choisissent pas d'être femmes. Est-ce qu'on peut les tuer pour ça? Les terroristes, ils choisissent d'être terroristes. Eux, par contre, c'est contestable. On peut décider que, ou bien, aucune menace de mort, peu importe qui c'est, même s'ils ont fait des choses atroces. Bref, il y a encore une fois tout un spectre de réponses qu'on peut avoir. Et tant qu'on ne leur pose pas la question explicitement, on n'a aucune idée de ce qu'ils ont en tête. Voilà, et c'est des choses qui sont très intéressantes. Et avec ces phrases, en les modifiant légèrement, en jouant sur quelques variables exactement comme ce que vous expliquiez, on se retrouve à essayer de définir les sensibilités du client et de définir les limites qu'on peut se permettre de franchir ou pas selon le client. On va établir un profil du client comme ça. Et il y a quelques petits exemples comme ça. Si vous voulez, on peut s'amuser à voter à main levée sur ce que vous décidez qui est menaçant ou pas. Par exemple, les femmes méritent de mourir. Si vous jugez que c'est menaçant, levez la main. OK, on a à peu près la moitié. J'ai envie de tuer toutes les femmes. OK, moi, je dirais 60%, 60-70%. Ça serait mieux si toutes les femmes mouraient. OK. Vous sentez surtout pas obligé de regarder les autres pour répondre parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est très important que vous compreniez ça. On est à peu près à 30% là. On continue. Ça serait mieux si les femmes n'existaient pas. OK, personne ne trouve ça menaçant. On continue. J'ai envie de tuer quelqu'un. OK. 40%. OK, je vais tuer quelqu'un. Ah, plus dans les 50-60. D'accord. Je viens de tuer quelqu'un. OK. Ah, il y en a quand même qui jugent que c'est pas très menaçant. OK, on est plus à 70-80. On n'a jamais les 100%. Hein. On est toujours là. J'ai rêvé que je tuais quelqu'un. Zéro menace, OK. Je suis tellement en colère, je pourrais tuer quelqu'un. 0,2%. J'ai besoin de conseils pour tuer quelqu'un sans laisser de traces. Bon, OK, on a quasiment unanimité, là, c'est très très beau. J'ai besoin de conseils pour tuer quelqu'un sans laisser de traces. LOL. OK, là, ça vient de chuter. Ça aussi, c'est intéressant, d'accord? Donc, voilà, c'est le genre de discussion qu'on a de manière très sérieuse avec les clients pour essayer de comprendre où se trouvent leurs limites, où se trouvent leurs tabous quel projet de société ils veulent pour leur petite société qu'ils sont en train de construire. Qu'est-ce qu'ils pourraient considérer comme une menace, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et des fois, on a des très, très grosses surprises. Et le sens commun dans tout ça. Ça, je ne pensais pas que ça aurait tant d'écho avec ce dont vous avez discuté, mais pendant que vous parliez, je me faisais vraiment la réflexion. Parce que vous avez utilisé un groupe de professionnels et vous avez utilisé un groupe de gens qui, a priori, n'y connaissaient rien, à part leur utilisation des réseaux sociaux. Et on se rend compte que le sens commun, oui, ça sert, parce qu'on a quand même besoin de réfléchir et qu'on essaye tous de réfléchir sur une base à peu près commune, mais le problème, c'est que le sens commun n'est pas si commun que ça. Et on se rend compte que... On a fait l'expérience, d'ailleurs. Je vais vous résumer ça de manière très très simple. On s'est retrouvé à être testé pour un client. Ils étaient intéressés pour avoir nos services et ils nous ont dit « OK, on va vous donner du contenu et on va voir si vous êtes des bons modérateurs. » Mais on a eu 0 instruction, rien. On n'avait absolument rien, aucune règle. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé par exemple avec une image de World Trade Center en flammes. Ça peut aider pour le contexte. Nous, on l'a bloqué. Parce qu'on s'est dit, OK, le contenu est principalement, il est à destination des États-Unis, puis c'est comme une blessure qui, même si ça fait quand même pas mal d'années que c'est là, ça reste assez profond. On va éliminer ça, surtout que c'était pour un jeu tout public. Il se trouve qu'on aurait dû le laisser, pour une raison qui m'échappe totalement et qu'ils ne nous ont jamais expliqué. Voilà. Ou bien quelqu'un qui consommait de l'alcool. On l'a bloqué aussi, parce qu'on s'est dit, tiens, il y a de l'alcool, du vrai. Pas de manière, c'était pas un dessin animé. On voyait la marque, c'était consommé de manière festive. On l'a bloqué parce qu'on s'est dit faire la promotion de l'alcool auprès de gens qui ne sont pas en âge de boire de l'alcool. Non, pas trop. Il se trouve qu'on aurait dû le laisser. Pourquoi ? J'en sais rien. On n'a pas eu ce contrat. Voilà. On a fait 60% de bonnes réponses, ce qui est minable. C'est totalement minable. Mais on n'avait aucune règle. On n'avait absolument aucune règle. Donc le sens commun, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et pourtant, on était 3, il y avait moi et 2 autres modérateurs très expérimentés.
Donc à chaque fois, on a regardé ça, on a essayé d'avoir un consensus, on s'est dit, ok, mais où est-ce qu'on va avec ça? On a discuté, puis des fois on n'était pas d'accord, et puis des fois on a dit, ok, on pèse le pour et le contre, combien d'arguments pour, combien d'arguments contre, et allons-y, faisons ça de cette manière, on accepte, on refuse. Mais on s'est planté. On s'est totalement planté parce qu'on n'avait pas ces questions préliminaires. On n'avait aucune idée de ce qui se passait. Donc ce qui était une menace pour nous, visiblement pas pour eux. Ils avaient des informations qu'on n'avait pas. Donc c'est des choses très très difficiles à mesurer. Dernière petite chose dans les 3 minutes ou quasiment qui me restent. 5. Oh mon Dieu, ok, c'est le grand luxe. La dernière chose, en fait, et ça je pense que ça vient vraiment en complément de ce que vous disiez, c'est qu'on se retrouve à former des modérateurs. C'est-à-dire qu'on a des... Et ça fait aussi écho à des questions qu'il y avait. On se retrouve à avoir quelqu'un qui arrive, qui n'a pas vraiment fait modération de sa vie, qui va amener tout son affect, tous ses tabous personnels, ses préférences, dans n'importe quel domaine que ce soit, et il va devoir se retrouver à modérer du contenu et à suivre des préférences qui ne sont pas nécessairement les siennes. Imaginez quelqu'un qui va modérer une page Facebook du Parti libéral alors qu'il a des tendances plus Parti québécois, ça risque d'être difficile. Mais pourtant, dans ses actions de modération, on ne doit surtout pas sentir qu'il a une allégeance au Parti québécois. Qu'est-ce qu'il fait sur une page du Parti libéral, je ne sais pas trop, mais il se trouve que voilà, ce genre de préférence ne doit pas paraître. Et il doit modérer ce contenu, l'accepter, le refuser de la même manière que n'importe qui d'autre. Et c'est là que c'est difficile. On se retrouve à devoir mettre de côté ses préférences, ses goûts, ses tabous. Admettons quelqu'un qui a subi un accident de voiture, à un moment donné, ça l'a laissé traumatisé, va peut-être être plus tenté, par exemple, de bloquer des images où on voit des voitures en flammes. Peut-être. Mais si c'est autorisé par la ligne directrice du client, on va lui dire non, mais désolé, tu dois les laisser, même si ça ne te fait pas plaisir. Et on est très conscient. Là. Malgré tout, quand je dis mettre ses opinions de côté, mais pas trop, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est quand même des êtres humains et que c'est pas possible de mettre totalement ses opinions de côté. Du moins, c'est très difficile. Et de temps en temps, on doit quand même essayer de mettre les choses en perspective. Je vous donne un exemple tout simple. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui modère ce genre de contenu et qui voit des centaines d'images par jour. C'est vraiment, on peut se retrouver à modérer peut-être 500, 800, 1000, 2000 images. Là, ça va très très vite. On regarde l'image, boum, elle est bonne, on passe à la suivante. En gros, on zappe une image toutes les 3, 4, 5 secondes, 6 secondes à peu près. Ça peut aller vraiment très vite. Le texte, c'est plus long, mais au final, c'est la même chose. On passe une nouvelle image, on oublie la suivante. Au bout d'une journée, on devient un peu anesthésié avec ça. C'est-à-dire que notre cerveau fait des hauts, des bas, réagit sans essayer de réagir. Bref, on se retrouve à la fin d'une journée, on est un petit peu vidé, très honnêtement. Et admettons que ce soit la 15e menace de mort qu'on voit de la journée, la 20e, la 100e menace de mort qu'on voit de la journée, on peut être tenté de dire, prenons l'exemple de la personne qui dit « donnez-moi 10 pièces d'or, sinon je me suicide ». Si j'en ai vu une vingtaine comme ça dans la journée, surtout si c'est la fin de mon shift, je vais peut-être me dire « ouais, calme-toi, c'est bon. Endure la vie, il y a des choses pires que ça. Si tu peux pas gérer ça, mon grand, tu vas pas gérer grand-chose. » Ouais, le problème, c'est que lui, il veut se suicider là maintenant. Et toi, tu viens juste de l'éliminer comme ça parce que tu es devenu complètement insensibilisé, parce que tu es au bout de ta journée de travail. Et le risque, il est là aussi. On ne va pas nécessairement percevoir cette menace de la même manière selon ce qu'on a mangé le midi, selon notre état de fatigue, selon ce qui va ou ce qui ne va pas dans notre tête. Et malgré tout ça, il faut garder l'esprit ouvert, il faut essayer de voir à chaque fois ces menaces d'un air nouveau, et c'est tout un défi. Il faut être aussi rester humain, ça veut dire par exemple qu'on va devoir essayer de comprendre l'ironie des messages. Il y en avait peut-être dans les messages que je vous ai montrés, il y en a beaucoup dans le contenu qu'on se retrouve à modérer. Comprendre l'ironie, comprendre les menaces, comprendre le contexte dans lequel les menaces ont été faites. Et c'est pour ça que on a très brièvement parlé de la modération automatisée, mais c'est quelque chose qui a ses limites.
Il y a beaucoup de logiciels de modération automatisés qui existent et qui facilitent le travail. Parce qu'à partir d'un certain moment, on a tellement de données que c'est impossible, le coût serait gigantesque d'utiliser uniquement des humains pour faire ça. Donc on se retrouve à utiliser des humains pour confirmer au programme qu'il a eu raison, ou au contraire pour regarder de temps en temps, non, ça c'est pas bon, tu aurais dû le rejeter, ou au contraire, tu aurais dû le... Et le programme apprend. Le programme apprend, mais il faut toujours, jusqu'à preuve du contraire, un être humain pour lui dire, tu as eu raison, tu as eu tort. Et c'est aussi, on se retrouve à modérer des humains, on ne se retrouve pas à modérer des robots, donc on se retrouve à modérer des gens avec des sentiments. Et pour comprendre ça, ça prend quelqu'un qui a un petit peu de sentiments. C'est la base de tout, en fait. Et je pense que je suis à peu près pile. J'ai fait l'impasse sur 2-3 choses, mais peut-être qu'on va aborder ça dans les questions, donc voyons ça. Bon, merci beaucoup. Tout un univers. Ouais. Commencer ça en 45 minutes, c'est un petit défi. Et comme vous êtes tous des utilisateurs des médias sociaux, je le sais, j'enseigne, je vois qu'est-ce qui se passe pendant que j'enseigne parfois. On le voit tous. Donc, je suis certaine que vous avez des questions. Alors, je fais mon tour. Bonjour, encore une fois, mon nom est Caroline. En fait, j'ai vraiment comme une tonne de questions qui s'est posée dans ma tête. Je connaissais vraiment pas du tout cette profession-là. Aucune idée. J'avais vraiment aucune idée que ça existait. Je croyais que c'était un peu comme robotisé. Est-ce que c'était comme un robot, mettons? Parce que des fois, on voit du contenu qui va être supprimé de Facebook. Facebook, c'est le réseau social que j'utilise le plus. Je pensais que c'était par des robots. Mais bref, ça ne l'est pas. Même si ce n'est pas une question, je vais quand même aborder un petit... juste pour compléter ça, parce que c'est intéressant. Allez-y. L'idée, c'est qu'on a 2 types de modération, 2 grands types. On a une modération qui est la modération a posteriori, c'est-à-dire que tu postes quelque chose, ça se retrouve sur le net, et si par exemple c'est signalé par quelqu'un qui n'aime pas ça, à ce moment-là, ça va déclencher un alerte et un modérateur va revoir le contenu en question et va décider ok, c'est bon ou au contraire, c'est pas bon. Ça, c'est la modération a posteriori, c'est-à-dire une fois que ça a été posté, publié et que le mal est fait. OK. Et on a au contraire de ça la modération a priori qui, elle, va exiger que tout ce qui veut être publié doit d'abord passer par une étape de validation. Okay. Donc là, il y a un modérateur qui va regarder ça, qui va dire « Ok, ça c'est bon ». Et c'est pour ça que les exemples que j'ai montrés là sont des exemples qui font tous partie de projets qui ont une modération a priori. Ils ne se sont jamais rendus au public. Okay. Voilà. C'est bon. Si ça complète un petit peu le... Tout à fait. Puis aussi, justement, par rapport à la modération a priori, c'est sur ça que s'enligne ma prochaine ou mes prochaines questions. Mais c'est que je comprends pas trop comment vous pouvez... tu sais, mettons, j'imagine, j'écris un statut sur Facebook. Puis là, qu'est-ce qui se passe pour que vous le voyez? Comme, je sais pas comment poser ma question, mais... je vais regarder comment j'ai... Je sais pas comment le dire, mais je veux dire, en fait, avez-vous une petite idée de ce que je veux dire ou vraiment pas? Mais la réponse est tellement vaste que si vous comment arrivez à préciser un petit peu... Comment ça fait pour se rendre sur vos ordinateurs? Comment vous avez fait pour avoir l'alerte sur votre cellulaire? Qui vous regardez? Mettons, moi, je pense toujours à Facebook parce que c'est le seul que j'utilise, mais... est-ce qu'encore là, c'est des mots-clés comme avec l'autre présentation qu'on a eue? Qui peut être ciblé? Est-ce que moi, ça se peut qu'on décide? C'est juste que je comprends pas comment ça peut se rendre sur vos trucs à vous. Est-ce que vous regardez en direct qu'est-ce qu'on écrit? Parce que je veux dire, si je publie quelque chose sur Facebook, veux pas, j'écris une seconde, même pas après, c'est déjà posté. Fait que vous avez vraiment une petite marge d'erreur. Pas de marge d'erreur, mais une marge, point. Alors sur Facebook, on va prendre cet exemple-là, quand on est administrateur d'une page Facebook, il y a la possibilité d'avoir les deux, c'est-à-dire de laisser les commentaires ouverts, et à ce moment-là, il y a une modération a posteriori qui se fait, ou bien au contraire, de soumettre tous les commentaires à validation. Facebook permet les deux. Donc, si tu publies quelque chose sur Facebook et que tu te rends compte que tu dois attendre un petit peu,
À ce moment-là, ça veut dire que voilà, le commentaire est en attente de validation de la part de... Ça peut arriver pour les communautés plus fermées, pour les sujets de discussion plus sensibles, par exemple. Sinon, quand on se retrouve dans le cadre d'une modération a posteriori, alors là, ça va être quoi? Ça va être un mélange de modérateurs qui vont regarder ce qui se poste en permanence. Ça peut représenter pas mal de travail selon l'activité de la page. Ou bien, si vraiment ça déborde et que c'est difficilement contrôlable, là on va beaucoup plus compter sur, mais vous allez voir, vous pouvez aller sur Facebook n'importe quand et voir qu'il y a la possibilité de signaler des messages. Et à ce moment-là, on peut voir ça. Si on a un message qui est signalé une fois, on va le regarder, mais il se peut qu'on ait un message qui soit signalé 10, 20, 30 fois, 50 fois. Ça ne veut pas pour autant dire que le message en question est mauvais. Ça veut peut-être dire que cette personne qui vient de poster ce message, même si le message n'enfreint absolument aucune règle, peut-être qu'il n'y a personne dans cette communauté qui aime cet utilisateur et qui décide en masse de dénoncer son propos dans le but de le faire bannir. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, été dans ce cas de figure-là. Et là, on se retrouve face à du harcèlement un peu déguisé, mais quand même. C'est-à-dire qu'on essaye de vous réduire au silence, même si vous avez tout à fait le droit de dire ce que vous dites et que ça enfreint aucune règle de la communauté en question. Ça se peut, ça s'est vu. Et à ce moment-là, le travail du modérateur, c'est non pas de dire « Ok, celui-là, il était signalé 50 fois, boum, on dégage ». Ça va être de regarder le contexte. Ça va être de voir si réellement il y a quelque chose qui a été fait. Est-ce que je me débarrasse de cet utilisateur et j'ai 50 utilisateurs qui sont satisfaits et qui me remercient? Ou bien, même si cet utilisateur n'a rien fait, ou bien est-ce que je garde cet utilisateur qui n'a rien fait parce qu'il est dans son bon droit et qu'il suit les règles et je fais 50 mécontents? Des fois, on a eu des clients qui nous ont demandé la première option. C'est-à-dire que lui, il n'y a personne dans la communauté qui l'aime, enlevez-le. Vous trouvez un moyen de l'enlever. Ce n'est pas une position très très glorieuse, disons. C'est très rare. C'est très rare. J'ai 2 cas dans toutes ces années. Donc, non, c'est excessivement rare quand même. Et c'est quelque chose qu'on va très fortement... c'est quoi l'inverse de recommander? Déconseiller. C'est quelque chose qu'on va très fortement déconseiller parce qu'on leur explique tout l'impact que ça peut avoir. Voilà. Souvent, ils nous écoutent. Et pour cette histoire d'alerte suicide, ça vient de vibrer, mais c'est toujours pas ça, tout va bien. Comment est-ce qu'on sait, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui veut se suicider? Alors, dans mon cas en particulier, je peux difficilement vous parler du reste parce que je n'utilise pas les autres interfaces. Mais dans mon cas en particulier, en fait, on a une procédure qui concerne toute la compagnie et qui est valide sur tous les projets qu'on gère, à quelques exceptions près, en fait, qui est, vous voyez une menace de ce genre-là, vous voyez quelqu'un qui veut se suicider, vous voyez quelque chose qui ressemble à un pédophile, vous voyez une menace de mort, vous voyez quelqu'un qui fait l'apologie du terrorisme ou quelque chose de similaire, vous allez sur un formulaire. Donc ils peuvent aller directement sur un formulaire, ils ont tout un tas de questions, ils peuvent renseigner le maximum d'informations qu'ils ont, ils envoient ce formulaire et derrière, ça sonne ici, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je reçois à peu près tout. Il n'y en a pas tant que ça, mais en général, j'en ai peut-être 3-4 par jour. Voilà. Donc ça tourne quand même. Voilà. J'ai couvert à peu près tout. Ouais, ok. Il y a un phénomène surprenant ou pas surprenant qui se produit. Les semaines passées, on n'avait pas beaucoup de questions sur Facebook, mais là, il y en a plusieurs. Alors, je donne priorité maintenant aux gens en ligne parce qu'il y a vraiment plusieurs questions. Oui, donc premièrement, Jeremy Inns qui a 2 questions pour vous. En fait, la première, contactez-vous les personnes dont vous censurez les messages afin de leur expliquer pourquoi vous l'avez fait? Alors il y a ça, oui, parce que notre but, encore une fois, ça varie d'un projet à l'autre, mais notre but, même... en fait, je dis ça, mais je n'ai pas de contre-exemple. Notre but, c'est d'expliquer ce qui s'est passé, d'expliquer pourquoi on a retiré votre message. C'est principalement un but éducatif. C'est quelqu'un qui va commettre un petit impair, on va lui expliquer, ok, ça se dit pas. Mais on ne va pas te bloquer ton compte pour autant parce que c'est bon, t'as pas incité à la mort de quelqu'un, par exemple, ça va. Pour les menaces les plus sévères, ça peut directement mener au blocage du compte, mais à chaque fois, il y a une explication de ça.
Globalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a plus une portée, une visée éducative que répressive. À un moment donné, oui, il faut être répressif si les personnes ne comprennent pas le message. Il faut être répressif si, dès le début, on se rend compte que ça va être très, très difficile de récupérer un cas comme ça. Mais c'est rare. C'est rare. Il y a toujours des exceptions. J'essaie de trouver des exemples là, mais... écoute, non, oui, ça répond pas mal à la question, je pense. Même si c'est un peu court. Merci. Puis ensuite, je voulais savoir, repérez-vous des cas de personnes qui peuvent se radicaliser? Puis si oui, est-ce que vous les référez à la police? Ça rentrerait pas mal dans ce que je viens d'expliquer au sujet des alertes que nos agents peuvent envoyer par des formulaires. Alors, tiens, non, ça c'est une très bonne question parce qu'en fait, ça me permet d'élaborer sur un point. Nous ne gérons pas, par exemple, on ne va pas argumenter, on ne va pas discuter avec cette personne si on sent qu'elle est en train de se radicaliser. C'est pas notre rôle. De même qu'on ne va pas directement discuter avec une personne qui menace de se suicider pour lui dire « écoute, la vie n'est pas si mal, voilà, il y a plein de choses à faire, sois heureux, etc. » C'est pas notre rôle. Parce que pour faire ça, ça prend des gens qui sont très entraînés, qui ont une formation très spécifique. Cette formation, on l'a pas. Donc en fait, lorsqu'on va interagir avec ces gens-là, prenons l'exemple de la radicalisation, c'est sûr qu'on va pas gérer ce cas comme ça, c'est beaucoup trop sensible pour nous. Donc ça va directement à la police, par exemple. Puis la police connaît peut-être l'historique de cette personne-là, va voir si effectivement si c'était quelqu'un qui était fiché, par exemple, ou au contraire, un nouveau potentiel terroriste à surveiller, etc. Mais ça c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, parce qu'on n'a pas cette information-là sur la personne. On la connaît juste parce qu'elle a pu faire sur le réseau social en question. Mais c'est ça, la police a vraiment beaucoup plus d'informations là-dessus. Et à chaque fois, on va rediriger ces alertes-là vers la police, et la police va pouvoir décider ou pas de faire quelque chose. Mais en fait, quand on prévient la police, on transfère la responsabilité de la gestion de cette alerte sur la police. La police décide. S'ils font rien, c'est leur choix. S'ils font quelque chose, c'est leur choix aussi. Mais nous, la responsabilité, à partir du moment où on la transmet à la police, elle n'est plus à nous. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Merci. Puis, il y avait une deuxième personne qui avait des questions aussi. Fawaz Zaya, qui demandait premièrement si vous êtes déjà arrivé de recevoir des feedbacks de la police, vous informant après investigation que vous avez eu raison de les contacter. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Non, ça arrivait très clairement. Très clairement. C'est rare. C'est rare. Honnêtement, là, on doit être à 600, 650 alertes. Si j'ai reçu une dizaine d'appels pour me tenir au courant, c'est tout. C'est le maximum. Ils m'ont déjà contacté pour me demander des compléments. Ça, c'est beaucoup plus fréquent. Ça arrive qu'ils aient besoin de telle ou telle information. Il y a des choses qui peuvent de temps en temps ne pas être en notre possession. Là, ils nous les demandent quand même. On doit leur dire que non, on ne les a pas. Mais oui, ça c'est plutôt fréquent. Mais qu'ils nous contactent après coup, c'est rare. Quand ça arrive, en fait, j'ai toujours été très content quand ils nous contactent, parce qu'ils ne nous ont jamais contactés en nous disant c'est trop tard. Ça, ils ne nous l'ont jamais fait, puis quelque part, je les remercie. Mais ça se peut que ce soit arrivé. On ne l'a jamais su. On a toujours su quand ça avait servi à quelque chose, et quand ça arrive, on se dit qu'on a très bien fait de se lever le matin. En fait, c'est ça. C'est plutôt plaisant comme sensation. Ensuite, une autre question que vous avez un petit peu abordée aussi durant la conférence, c'est les modérateurs préfèrent-ils que les clients aient des attentes précises ou les laissent plutôt modérer selon leur libre arbitre, leurs expériences, etc.? Okay. Des attentes précises, beaucoup plus. Parce qu'on sait que si on nous dit « tenez, allez-y, faites-vous plaisir, enlevez ce qui ne vous plaît pas », on va droit dans le mur. Chacun va venir avec ses préférences, avec ses tendances, avec son éducation, avec tout ce qu'il a pu vivre dans sa vie. Et on va se retrouver... Le grand risque, c'est qu'on se retrouve face à des modérateurs qui ne réagissent pas tous de la même manière. Donc par exemple,
disons que vous essayez, dans un contexte de modération a priori, donc rien n'est posté sans approbation préalable d'un modérateur. Vous essayez de publier quelque chose qui est un petit peu limite, avec de l'ironie, avec des insultes, avec des menaces à divers degrés. Vous essayez de publier ça, boum, c'est rejeté. Et puis on va vous expliquer pourquoi, il y aura un message automatisé qui va vous expliquer, ok, ça a été rejeté pour telle ou telle raison, par exemple. 5 minutes plus tard, vous réessayez. On a à peu près une douzaine de modérateurs qui modèrent tout le contenu, par exemple. Là, vous tombez sur un autre modérateur. Là, le modérateur, lui, ça ne va pas le choquer, parce que lui, il est à la fin de son shift. Tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui, boire un café. Et puis, des menaces de suicide, et puis des menaces de mort, il en a déjà vu pas mal. Donc, il fait, oui, ok, c'est bon, c'est léger. J'y vais, je laisse passer. Ça, qu'est-ce que ça envoie comme message? Vous avez posté 2 fois exactement le même message. La première fois, ça a été refusé. La deuxième fois, c'est passé. Le même. Pas une virgule de changé. D'accord? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça envoie le message que si jamais votre contribution elle est rejetée, réessayez. OK? Réessayez, puis à un moment donné, ça va finir par passer. Et le souci qu'on va avoir avec ça, c'est qu'à partir du moment où cette technique commence à se répandre, ça va être très simple. Une majorité du contenu qui est refusé, les gens vont le renvoyer le même. Donc notre volume de travail va augmenter considérablement parce qu'on va se retrouver à refuser le même commentaire pas mal de fois jusqu'à ce qu'enfin il y ait quelqu'un de beaucoup plus permissif parmi les modérateurs qui décide que oui, c'est bon, ça passe. Et là, c'est bon, tout va bien. Et ce commentaire, à ce moment-là, il ne sera plus soumis à publication parce qu'il a déjà été publié. Mais pour nous, c'est un piège énorme, ça. Parce qu'on se retrouve à montrer qu'on n'a pas une idée cohérente de ce qu'on doit faire. Pour nous, c'est un peu humiliant. Pour le client, c'est pas du tout rassurant parce que y a plus aucune ligne directrice, il n'y a plus rien. Donc c'est un piège pour nous. C'est un très très gros piège. Et toutes les questions qu'on pose en préparation d'un projet qui va impliquer de la modération, ça vise à comprendre réellement ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et après, tous les agents ont accès à ça. Tous les agents savent que telle ou telle chose s'est permis avec autant d'exemples que nécessaire. Et ça peut arriver et ça arrive même souvent, qu'il y ait des agents qui se retrouvent dans des situations qui n'ont pas été couvertes par le guide de modération qu'on va avoir. Des cas totalement particuliers auxquels on n'a jamais pensé, ça arrive, ou bien des choses qui sont vraiment dans une zone grise et on ne sait pas. Est-ce que c'est de l'ironie, ça? Je ne sais pas. Si c'est de l'ironie ou si ça n'en est pas, le message va pouvoir être perçu totalement différent, de manière totalement différente. Et à ce moment-là, un modérateur va pouvoir, par exemple, voir son superviseur ou un collègue qui est juste à côté de lui pour lui dire « Toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'ironie, tu la vois? » Oui, ok, je la vois. Puis toi, qu'est-ce que tu en penses? Ok, d'accord. Bon, là, on commence à être d'accord, j'accepte ou bien je refuse. Mais parce que j'ai demandé un petit peu autour de moi, puis peut-être qu'il y avait un superviseur qui pouvait m'aider aussi à comprendre ce qui se passait. Mais c'est pour ça que c'est très difficile de modérer totalement en aveugle. On va droit dans le mur avec ça. Jamais faire ça. Jamais. D'accord, merci pour la belle réponse. Puis il y avait une dernière question, en fait, qui voulait savoir quelle a été votre plus belle et votre pire expérience dans le domaine de la modération de contenu. C'est assez large, mais... Ah, mon Dieu. La pire, c'est quand on réussit à sauver la vie de quelqu'un. La meilleure, excusez-moi. La meilleure, c'est ça. C'est probablement ça. C'est-à-dire se dire que toi, on t'a repéré à temps, et puis, c'est ça, j'ai un appel en tête de... c'est ça, il y a un policier qui m'a rappelé suite à un signalement de suicide, de menace de suicide, et qui m'a dit, vous avez très bien fait parce que la fille en question était dans sa chambre, et puis elle avait la boîte de pilules dans sa main, et puis, c'est ça, elle allait y passer, là. Il y avait ça. Et puis ils ont dit, après, ils nous ont expliqué, on a pu un peu parler aux parents, et puis ils avaient absolument aucune idée que leur fille allait pas bien. Voilà, donc on avance. On avance. Et on est très content d'être là, dans ces circonstances. Si on le voit pas, très malheureusement, on le voit pas. Et là, on peut rien faire. Et c'est probablement ça le plus triste aussi, quelque part. C'est-à-dire qu'il y en a très certainement qu'on ne saura jamais
parce qu'on les a jamais vus. Et puis, malheureusement, je suis désolé. Que dire d'autre là, on essaie d'en voir un maximum. C'est ça qu'on fait. Puis on essaie de le faire bien. Le pire, qu'est-ce que ça peut être? Globalement, c'est distrayant quand même. Comme c'est l'ingéniosité des gens qui essayent de contourner les filtres de modération. C'est quelque chose. Qui essaient de nous tromper, qui essayent depuis là, on les voit venir et puis c'est beau. Mais le pire, c'est probablement c'est cette histoire de compagnie qui nous a demandé un essai sans aucun outil. Nous, on a essayé de faire ça comme on a pu, sérieusement, on a bricolé ça, on est allé voir le jeu en question, on est allé voir sur le site s'ils avaient des règles de communauté déjà publiées, rien du tout. On a été voir le classement du jeu en question. Vous savez, il y a des classements d'âge, etc. Donc on a trouvé tout public. Ah, super, ça ne nous aide pas. Voilà, ça nous aidait un petit peu. Mais c'était très difficile. Et on s'est radicalement planté. Et on n'était pas fiers. On a justifié ça après coup. On a détaillé tout notre processus de raisonnement pour chaque cas où ils nous ont dit là, vous êtes planté, là, vous êtes planté, là, vous êtes planté. Et on a pu reconstituer tout notre raisonnement, mais ça n'a pas suffi. Et on n'a jamais su quel était leur raisonnement à eux. Et ouais, c'est frustrant, ça. Parce qu'on ne saura pas. Voilà.